Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Buonasera Calcio pour encore 30 minutes, 45 minutes d'avis sur le football européen de cette semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très bonne première semaine de l'année 2024. Ce soir, on va aborder... alors, il n'y a pas eu une actualité débordante dans le football de haut niveau. Donc, j'ai décidé de parler un petit peu du championnat d'Italie qui, lui, ne s'est pas arrêté. Donc voilà, contrairement à beaucoup d'autres championnats. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été remplacés par les coupes nationales. Donc la Serie A, l'Inter dans un premier temps, ensuite les coupes nationales, un petit peu faire le tour des petites surprises qu'il y a eu, ou des clubs qui ont un petit peu galéré ou qui s'en sont bien sortis. Et puis du tirage au sort qui a eu lieu ce soir de la Coupe de France de 16e de finale, pour voir un petit peu les chocs qu'il y aura dans ces 16e de finale. Et puis, bien sûr, l'actualité a rattrapé Buonasera Calcio parce que Kaiser Franz Beckenbauer a quitté malheureusement la scène aujourd'hui. Donc, c'était l'occasion de vous donner mon point de vue sur ce que je sais de Franz Beckenbauer et comment est-ce que moi je l'ai perçu dans le monde du football que j'ai vécu, parce que je vais pas vous dire que j'étais devant la télé à des moments où j'étais pas encore né. Donc voilà, mais en tous les cas, moi, Franz Beckenbauer a quand même été contemporain de mon football. Donc voilà, donc je vais vous partager ça. Je vais vous partager un petit peu la vision que j'ai sur Franz Beckenbauer. Voilà, après, bien sûr, vous connaissez Buonasera Calcio, vous pouvez tout à fait intervenir n'importe quand pour parler d'un sujet ou d'un autre, il n'y a aucun souci, bien entendu. On va commencer par l'Inter. L'Inter est 2-2, j'ai appelé ça le premier point. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même 2 matchs d'affilée que l'Inter bénéficie d'erreurs d'arbitrage assez énormissimes. Les 2 erreurs d'arbitrage auraient pu être décelées par la VAR, parce que après les matchs, l'organisation des arbitres, les 2 fois, ont reconnu que la VAR a fait une erreur. Donc le premier, c'est contre Bologne, il y a ce but avec la poussette de Bissek qui aurait dû être sifflé comme faute, et derrière il y a but, et ça permet donc à l'Inter de gagner des points. Et là, hier, c'était hier ou avant-hier, il y a cette faute de Bastoni, qui normalement aurait dû être sifflée juste avant l'égalisation de l'Inter. Pas l'égalisation d'ailleurs, le 2-1. Ah non, si, l'égalisation. Non, le 2-1. Donc voilà, après, ils auraient dû en rester au match nul, parce qu'il y a eu un penalty qui a été sifflé pour le Hellas Vérone, que l'attaquant français a raté, malheureusement, a tiré sur le poteau. Donc de toute façon, ça aurait dû être juste un match nul. Ça change pas que l'Inter a, on va dire, enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais la chance du champion. Donc c'est vrai que ça a l'air de bien se passer. Ça fait quand même 2 fois d'affilée qu'il y a des erreurs d'arbitrage grossières, que la VAR aurait dû corriger. Donc ça, c'est quand même un petit peu bizarre. Donc voilà, j'espère que ça va pas se reproduire plus que ça. Allez, partons du principe que c'est un hasard malheureux, heureux pour l'Inter, mais malheureux pour le football. Donc voilà, et puis de l'autre côté, il y a la Juve qui elle aussi un peu a la chance du champion, mais là cette fois-ci c'est pas la chance du champion provoquée par l'arbitrage, il faut le dire quand c'est le cas. C'est provoqué par la volonté. Ce but encore de Vlahovic à quelques minutes de la fin fait en sorte que la Juve peut prendre les 3 points, reste collé à l'Inter. Je dois vous avouer qu'en tant que supporter du Milan ce week-end, quand j'ai regardé le match de l'Inter, j'étais plutôt satisfait de voir qu'ils allaient faire match nul. Et finalement, ils gagnent le match un petit peu à l'arrache, en plus avec cette erreur d'arbitrage.
Pareil pour la Juve, j'étais content qu'il fasse un match nul, et puis finalement, donc il y a cette tête de Vlahovic qui permet de prendre les 3 points pour la Juve. Je suis passé à chaque fois à quelques minutes de récupérer 2 points sur les 2 premiers. Et en fait, ça l'a pas fait. Après, Milan a pris beaucoup d'espace sur ses suivants parce que la Roma n'a pas pris les 3 points, la Fiorentina n'a pas pris les 3 points. Donc c'était plutôt quand même une journée intéressante pour Milan qui a priori va rester accroché à la 3e place. Ils sont un petit peu loin de l'Inter et de la Juve, respectivement 7 et 9 points. Et en même temps, ils ont aussi une bonne marche sur le 4e et surtout sur le 5e du championnat d'Italie. Donc voilà, donc c'est bien parti pour que le trio de tête, en tous les cas, reste comme ça. C'est-à-dire, alors après, Inter ou Juve, dans quel ordre, ça on saura à la fin de la saison, même si je pense que l'Inter maîtrise un peu plus les choses que la Juve, excepté sur ces 2 derniers matchs là, mais bon voilà. Mais même comme ça, ils arrivent quand même à prendre des points. Hein. C'est ça qui est assez fou. Mais ça change pas qu'ils maîtrisent quand même un petit peu plus que la Juve en général. Donc je pense que ciao Pipovici, bienvenue et bonne année. Hein. C'est la première fois qu'on se voit en 2024. Ça me fait plaisir que tu sois là. Donc voilà, ça a l'air de rester un petit peu dans cet ordre-là. L'Inter avec sa chance de champion et bon, ses erreurs d'arbitrage un petit peu bizarres sur 2 matchs d'affilée. Mais bon, allez, gageons que c'est juste un hasard. La Juve qui tient le rythme, le Milan qui fait le creux des 2 côtés, hein, autant en haut qu'en bas. Hein, c'est assez compliqué. En revanche, la lutte pour les places européennes, pour la 4e en particulier, potentiellement la 5e qui serait qualificative pour la Ligue des Champions si l'Italie reste dans les 2 premiers au classement UEFA de cette année, c'est vraiment la guerre. Hein. C'est entre la Fiorentina, Bologne, l'Atalanta, la Roma, la Lazio qui revient gentiment mais qui était un petit peu décroché. Et puis, Pipovici t'en parle, les prédictions des 3 premières places se dessinent comme tu l'avais dit, et Naples qui coule. Effectivement. C'est ça, justement, Naples vraiment compliqué hein, pour eux. Encore une très grosse défaite contre le Torino, 3-0. Alors, ok, ils n'ont pas Osimhen, ok, ils n'ont pas Zambo, mais parce que les 2 sont partis à la CAN. Mais alors, sans les 2, l'équipe est transfigurée. Alors déjà qu'elle n'était pas brillante depuis le début de saison, mais quand même, c'était pas catastrophique hein, le jeu de Naples. Hein, faut pas dire ça. C'est juste que c'est tellement contrasté avec ce qu'il y avait l'année dernière. Le jeu ultra léché de Spalletti, que oui, ça pique un peu les yeux, mais ça change pas que Naples n'était pas une équipe facile à jouer. Là, en revanche, effectivement, c'est très complexe. Sans Zambo et Inglisa et sans Osimhen, l'équipe ressemble plus à grand-chose. Hein. C'est complexe. Donc bon, alors, en plus, Mazzarri était suspendu, donc il était même pas sur le banc. D'ailleurs, Mourinho est suspendu aussi. Il sera suspendu pour Milan-Roma la prochaine journée. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Après, c'est la 4e fois hein, qui se fait exclure cette saison. On est juste à la moitié de la saison. Donc en gros, sur 19 matchs, il se fait exclure 4 fois. Ça veut dire à peu près tous les 4-5 matchs, allez hop dehors. donc faudrait quand même qu'il se calme un petit peu. Mais bon, bref. Bologne en Ligue des Champions, j'aimerais trop, et que Motta continue, qui continue avec Bologne, bien sûr, je veux dire. Moi, je comprends ce que tu veux dire, Pipovici, ce serait bien. Le problème, c'est que je pense que Bologne va se faire un peu piller, que ce soit Thiago Motta ou que ce soit Zirkzee, par exemple, je pense que les 2 vont s'en aller, et il y a des joueurs du type Ferguson, des joueurs comme ça va être compliqué de les garder, je pense, hein, honnêtement. Donc, c'est vrai que Bologne en Ligue des Champions, ce serait cool, mais quelle Bologne en Ligue des Champions? Effectivement, tu as raison, si tout le monde reste, ça peut être intéressant. Si en revanche, ça peut être intéressant. Et encore, hein, je ne sais pas si cette équipe a vraiment le niveau de la Ligue des Champions, mais bon, au moins qu'ils tentent leur chance avec des armes, hein, les armes qui les auront qualifiés. Le problème, c'est que effectivement, je vois bien 2-3 joueurs disparaître de l'effectif et l'entraîneur disparaître de l'effectif. D'ailleurs, pour être totalement franc, j'aimerais beaucoup qu'il disparaisse de l'effectif au bénéfice de Milan. Donc voilà, j'aimerais beaucoup, s'il y a quelqu'un qui doit remplacer Pioli, hein, parce que Pioli fait un très bon travail ces derniers temps,
sur ces 3 à 4 derniers matchs, là, c'est plutôt bien. Et puis, il récupère tout le monde, et puis il arrive à intégrer des jeunes, etc. Mais oui, effectivement, si Pioli s'en va, ce serait très bien que Thiago Motta reprenne le truc. Pour moi, ce serait mon favori, quoi. Donc voilà. Milan, seul troisième, ça pourrait être une super nouvelle pour une belle épopée européenne et balancer la grosse équipe en Europe. Ouais, ce serait bien, hein, effectivement. C'est vrai que si effectivement ça continue à se creuser en dessous, Milan pourra faire tourner en championnat, venu l'heure de la Coupe d'Europe, ça pourrait être sympa. Je sais pas si Pioli osera le faire, mais ce serait bien, ouais. Ce serait très cool, hein. Moi j'aimerais beaucoup. Alors oui, je suis un peu dégoûté pour une question économique que Milan soit sorti de la Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce que déjà, ils sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, ce qui est une perte sèche de 80 millions d'euros, je crois, la participation. Donc ça c'est très embêtant. si Milan s'était qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions, il serait qualifié. Donc voilà. Et enfin de deux, bien sûr, les revenus liés à la Ligue des Champions, tout simplement. Donc voilà. Et c'est vrai que maintenant qu'on est en Ligue Europa, j'espère au moins voir une demi, voire une finale, hein. Après, gagner, ça, je sais pas, on verra. Mais c'est vrai que si Milan gagne une Ligue Europa, je suis aux anges, hein, honnêtement. C'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est un truc que l'Inter aura pas fait, par exemple. Donc voilà. Bonsoir à tous, salut, on veut la vraie Ligue des Champions, ça fait plaisir. Bien sûr, je veux Mota, mais il est jeune et il a le temps pour justement se faire rêver un peu avec Bologne. Ouais, pourquoi pas. Sauf si on tombe sur Liverpool, par exemple, on fait jackpot. Oui, alors c'est sûr que en tous les cas, les droits télé, tout ça seront peut-être un petit peu plus intéressants si on tombe contre Liverpool que si on tombe contre Rennes, là. Donc, on verra au prochain tour. Après, moi, j'aimerais beaucoup que Liverpool la rencontre en quart ou en finale ou en demi. Mais alors, si on arrive à faire une finale Milan-Liverpool en Ligue Europa, là, on touche le summum. Ce serait quand même magnifique. Ce serait vraiment bien. Donc j'espère qu'on les prendra le plus tard possible, Liverpool. Ce serait vraiment cool. Il reste qui en Europa League de fort ? Eh ben, écoute, on va regarder, hein. On va regarder. Alors, les qualifiés en Europa League. Alors, il y a normalement, il y a la Roma encore. Déjà, en Italie. Tac. Ouais, c'est ça, les grosses. Alors, en France, il y a Lens, Marseille, Rennes. Il y a aussi Liverpool, l'AC Milan, l'AS Rome. Voilà, ça, c'est les clubs qu'on connaît et les gros, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore ? West Ham fait peur, honnêtement. Il y a Brighton aussi, donc ça peut être assez embêtant. Glasgow Rangers, on s'en fout. Italie, ouais, c'est ça, hein, ouais, tout à fait. L'Atalanta, Villarreal, le Bayer Leverkusen. Non, il y a du lourd, hein, quand même. Ouais, franchement, il y a quand même du lourd, hein, sur l'Europa League, hein. Ça va pas être très marrant. En Espagne, c'est donc, comme je t'ai dit, Villarreal. Donc voilà. Donc Villarreal, le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, l'AS Roma, Liverpool, Brighton, West Ham, Milan, tout, c'est pas mal, hein, attention, hein, ça va être... De toute façon, l'Europa League, quand tu arrives au 8e, après les 16e, là, après le tour qualificatif entre les barragistes de Ligue des Champions et puis les 3e de groupe d'Europa League, après ça y est, ça commence à devenir une vraie compète européenne de haut niveau, quoi. Parce que là, il va y avoir que du lourd, hein, des Fenerbahçe, des trucs comme ça. C'est pas marrant d'aller les jouer, hein. Même Glasgow Rangers, s'ils se qualifient, tu vas jouer au Glasgow en 8e de finale, attention, hein, tes oreilles, elles saignent, hein. Villarreal, compliqué, Leverkusen, Galatasaray. Galatasaray, on les avait oubliés, mais c'est chaud, hein, Galatasaray. Benfica, Feyenoord. Non, franchement, c'est une très très grosse compétition, hein. Honnêtement, celle-là, si on la gagne, c'est beau parce qu'il y a vraiment beaucoup de très grosses équipes. C'est pas une Coupe d'Europe en carton, donc c'est vraiment bien. Bayer Leverkusen, Liverpool, Milan, mes 3 favoris. Bah écoute, franchement, on veut la vraie Ligue des Champions
Espérons que tu aies raison. Et Pipovici qui nous dit Leverkusen le plus dur à prendre avec Liverpool. Ouais, c'est vrai. Mais bon, West Ham, moi il m'inquiète. Hein, West Ham, je trouve quand même que c'est quand même une équipe plutôt bonne. Brighton, tu sais jamais. Brighton, s'ils sont dans un bon jour, tu te fais déglinguer. Et puis en même temps, en Coupe d'Europe, je les ai vus galérer pas mal. Donc voilà, on va voir. C'est en tous les cas, et même le Benfica, même Braga, ça va pas être facile. Glasgow Rangers, l'AS Roma, l'Atalanta, etc. Non, franchement, très grosse équipe, très grosse Coupe d'Europe. Donc voilà, on verra bien. Voilà un petit peu pour la Serie A en tous les cas. Donc là, il ouvre bien accroché et puis franchement bien. Hein, en plus, il fait jouer de plus en plus de jeunes. Le très cher Massimiliano Allegri. Hein, ils disent grosse satisfaction à la Juve. Donc voilà. Après d'ailleurs à Milan aussi. Hein, Xhaka qui a marqué son premier but en championnat après avoir marqué son premier but tout court en professionnel en coupe. Donc vraiment cool. Vraiment très très bien. Xhaka, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Alors là, Okafor d'ailleurs, ouais, non. Okafor, il revient le match contre la Roma. Donc là, il n'était pas sur le banc. C'est pour ça que c'est Xhaka qui remplace Leao. Maintenant, va savoir, est-ce que Xhaka va pas prendre la place de Okafor dans la rotation? Parce que bon, Okafor, il est bien gentil. Moi, je l'aime beaucoup, mais voilà, quoi. Théo Hernandez, défenseur central ou latéral? Alors, très clairement, il fait le taf en défense centrale et c'est très très bien et il a stabilisé la défense. Mais son apport en latéral, en doublette avec Leao, tu peux pas, tu peux quand même pas. Même si Jiménez est sympa, il est sympa Jiménez, mais pour l'instant c'est un peu léger. Théo en latéral gauche c'est quand même très très bien. Si t'as un très bon défenseur central, mais là tu vois si tu prends Buongiorno comme ils disent et peut-être donc en plus le joueur du Hellas Vérone, là tu commences à avoir une défense avec pas mal de remplaçants et de bons niveaux parce que Buongiorno très 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 bon défenseur central hein, de Torino. Hein. Ça franchement ce serait une très très bonne affaire. Hein. Et puis là il parle aussi de Dragusin hein, avec un échange possible avec Colombo. Alors là Dragusin là je signe des deux mains. Là, tout de suite, si vous voulez, je vais le chercher en voiture, là, ce soir-là. J'y vais, je vais le chercher à Gênes, directement, je le ramène à Milan, moi-même, tout frais payé, voilà. Et c'est un cadeau. Donc voilà. Non, Dragusin en défense centrale ou Buongiorno, plus le défenseur du Hellas Vérone. Voilà, franchement, ça peut être vraiment bien. Sinon, vu qui est fan de foot, je sais pas si vous êtes fan de série, mais il y a une super série en ce moment. Ah ouais? Qui ça? C'est truc de Capitaine là sur Netflix, non? C'est pas ça? Parce que j'en ai entendu que du bien et j'ai pas encore commencé à la regarder, mais ça a l'air d'être intéressant. Donc voilà, je sais pas si c'est ça. Tu me confirmes, on veut la vraie Ligue des Champions. Où jouera Mbappé, une série pleine de rebondissements. Oui. Ah oui, il y a une série, oui, pardon. Alors tout à fait. Il y a une série sur le Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Arsenal, le Paris Saint-Germain, etc. Oui, c'est vrai. C'est la série Mbappé. Mbappé. Donc ouais, écoute, on verra. Alors, j'en parle pas trop parce qu'en fait, j'en ai parlé déjà la semaine dernière. Et puis en fait là, ça avance pas vraiment, excepté qu'il a dit bon bah voilà, je sais pas où j'irai. Donc voilà. Et je l'annoncerai. A priori, ça devrait être avant le match contre la Real Sociedad. Donc voilà, moi ça me ferait marrer qu'ils partent en première ligue et que le Real recrute Haaland, ça me ferait... Enfin bref, j'aimerais beaucoup qu'on soit pris un petit peu à contre-pied et qu'il aille pas au Real. Mais bon, voilà, après c'est perso. Série sur les dessous de l'arbitrage avec le Barça aussi. Ah ouh, non mais, série, il y a des séries partout. Hein. Et la série sous les dessous de l'arbitrage de l'Inter aussi, là, ces derniers temps. Les 2 derniers matchs, c'est compliqué. Voilà un petit peu pour la Serie A, qui était le seul championnat qui a continué ce week-end, hein, parce que bah, tout le monde était en mode coupe, et justement, passons aux coupes nationales. Donc, il y avait un Arsenal-Liverpool chaud bouillant en Angleterre. Et Arsenal a très clairement dominé de la tête et des épaules Liverpool, surtout en première mi-temps. Et pourtant, bah, ils ont perdu 2-0. Alors bon, le deuxième but est un peu anecdotique, hein, parce que c'est un but dans les arrêts de jeu, limite, ou en tout cas en toute fin de match.
Donc voilà, mais c'est vrai que Liverpool a beaucoup de mal, Arsenal a beaucoup de mal à terminer ses actions ces derniers temps. Alors, en fait, ce match contre Liverpool était déjà un petit peu important parce que c'est au-delà de juste ce match en coupe, c'était aussi un avantage psychologique dans la course au titre, hein. Très clairement, je pense que prendre vraiment un avantage comme ça en allant gagner à l'Emirates Stadium, je pense que ça fragilise le groupe, hein, qui est quand même pas le groupe avec le plus d'expérience au monde, le groupe d'Arsenal, contrairement à Liverpool, qui a quand même beaucoup plus de certitude. Et en même temps, ça les fragilise aussi parce que, en fait, ils dominent, mais ils sont vraiment stériles. Et c'est ce qui se passe pour Arsenal ces dernières semaines. Parce qu'on ne peut pas considérer que les très mauvais résultats d'Arsenal de ces 5-6 derniers matchs soient dus à un manque de jeu. Ils sont dus à un manque de finition, vraiment. Et d'action décisive en défense. Donc en gros, ils sont ni décisifs dans leur surface, ni décisifs dans l'autre surface. Et c'est ça le problème. Donc ce qui fait que ça les englue encore un peu plus dans leurs problèmes en réalité. Hein. Voilà. Ils n'arrivent pas à mettre des buts. Donc voilà. Pourtant, ils se créent des situations. Donc c'est un peu... Après là, ils ont vraiment pas eu de chance, hein. Mais bon, c'est comme ça. Pipovici qui nous dit: j'ai vu une grille sur l'arbitrage en Italie, je vais t'envoyer ça sur Insta, ça va te plaire, le rapport faute carton par équipe. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une équipe rouge et noire qui est mal placée. C'est sûr et certain. En revanche, il y a des équipes probablement, elles sont plutôt bien placées, je pense. Donc, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, il y a des jours ça arrive. Voilà, on n'y peut rien. Donc voilà, je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être des équipes du Sud aussi qui sont mal placées, je pense, dans ce classement. Mais bon, bref. Heureusement qu'ils sont tombés sur Porto en Ligue des Champions, Arsenal, car en ce moment ça va pas trop fort, effectivement. Et puis Porto non plus d'ailleurs, ça va pas fort, hein. Dans leur championnat, ils font des pas super prestations, et pas forcément contre des gros, hein. Même contre les petites équipes, on va dire, du championnat, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils ont encore fait un match nul là. Donc voilà, donc c'est vrai, t'as raison. C'est surtout tout à fait le cas pour Arsenal et pour Porto. Les deux, c'est très bien qu'ils se rencontrent. Qui va se remettre en forme, on verra. On verra. Mais bon, je pense qu'Arsenal, en quart, s'ils prennent une grosse équipe, allez, merci, au revoir, c'est gentil d'être venu, bonne journée. Ça, c'est sûr. Et encore, même Porto a beaucoup plus d'expérience qu'eux en Ligue des Champions, hein. Même si Porto est pas au top, c'est un groupe qui est expérimenté, avec un coach expérimenté, etc. Donc bon, bref, on verra. Pipovici, surtout bleu et noir, très oublié, oui, ça je veux bien le croire. C'est sûr. Ces derniers temps, je sais pas ce qui se passe avec l'Inter, hein, mais il se passe des trucs en tous les cas. Bon, après c'est peut-être un hasard, hein. J'espère que c'est un hasard en fait. Bon, et puis ça arrive à toutes les équipes, il y a des moments où ça tourne dans ta faveur, d'autres ça tourne pas dans ta faveur, voilà, c'est comme ça. Coupe nationale encore, Paris, superbe but de Mbappé avec l'aile de pigeon de Asensio. Je sais pas si vous avez vu contre Revel hier soir, magnifique but, extraordinaire. Donc voilà, c'était le seul truc un peu marrant à regarder parce que le match était catastrophique. Aucune surprise en Coupe de France quasi, hein, excepté Lorient qui s'est fait sortir par une Ligue 2. Mais sinon, c'est Sochaux qui a sorti Lorient, je crois. Mais sinon, à part ça, c'est quand même pas une surprise de R1 qui sort une Ligue 1 comme il y a quasi chaque année. Donc là, les tirages au sort sont assez équilibrés. Alors, il y a encore des équipes on va dire amateurs, hein, amatrices dans le tirage, mais voilà. Là, les deux gros chocs qu'il va y avoir, c'est un Rennes-Marseille pour les 16e de finale. PSG Orléans, bon, ça c'est pas vraiment un choc. Et enfin un Bordeaux, qu'est-ce qu'on a? Bordeaux-Nice, qui peut être intéressant. Donc vraiment pas mal. Sinon après, pas de choc outre mesure. Alors, il y a un choc de Ligue 1, c'est Clermont-Strasbourg, mais bon, est-ce que vraiment, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, non, je pensais que c'était le Toulouse, mais pas du tout. Ouais, non, sinon c'est des matchs un peu, voilà, déséquilibrés avec. Enfin, il y a des chocs de national, mais après, sinon c'est plutôt des Ligue 1 contre des petites équipes. Donc voilà, en Coupe de France, le Rennes-Marseille va être très intéressant. Et puis, dans une autre mesure, le Bordeaux-Nice, mais plus pour une histoire un petit peu historique qu'autre chose, quoi. Si Lens-Monaco, très, très bon match.
et tir au but de folie, ouais, c'est vrai. Brice Samba impressionnant. Bon, ça n'a pas suffi, mais oui, Brice Samba impressionnant quand même. En France, il faut parler de la Panenka ratée du joueur français, elle était bien ratée celle-là. Oui, je l'ai vu. Je sais pas qui c'est d'ailleurs qui fait ça, mais c'est un petit club. Mais alors, c'est même plus une Panenka, je sais pas ce qu'il fait. Même le goal, je crois, il l'embrouille après. Tellement il se dit, non mais là, t'as trop voulu te foutre de ma gueule. En fait, c'est pas possible. Parce que c'est ridicule. La balle, elle fait 12 centimètres. Enfin bon, bref, elle rebondit. Ouais. Donc, c'est une sacrée Panenka ratée, ouais, ça, y a pas de doute. Donc bon, bah écoute, au moins, il a eu... c'était les herbiers? Ah ouais, ok. D'accord. Ouais, ça, au moins il a tenté, quoi. C'était son jour de gloire quand tu joues aux herbiers. Bon, bah voilà, quoi. Tu vois, tu te dis, est-ce que je vais revivre un moment comme ça? Quoique les herbiers, on les a vus, même l'année dernière, hein, je crois. Ils avaient fait une bonne prestation, je crois. Mais oui, ils vont en finale de Coupe de France, les herbiers. Mais oui. Bref. Donc, enfin, pas la saison dernière, mais il y a 2 3 ans, je crois. Donc voilà. Voilà, un petit peu pour les coupes nationales. Si le Barça a galéré, bon après il y a eu des équipes. Enfin voilà, c'était. Alors, Villarreal s'est troué. Donc voilà, bon Villarreal n'a pas réussi à passer hein, contre un club bien moins bien classé que. Sinon, après, en Espagne, les deux gros sont passés, mais le Barça est passé de justesse. Ils ont été vraiment bougés par la petite équipe qu'ils ont rencontrée. Ils ont gagné 3-2, mais c'était vraiment pas du tout évident. Donc d'ailleurs, Xavi s'est fait bousculer après par les joueurs de l'équipe adverse, parce qu'en fait, ça s'est vraiment très mal passé. Ils étaient très vindicatifs, les joueurs du Barça, et le staff du Barça. Et puis bah, Xavi commence à être vraiment de plus en plus contesté. Donc on va dire que ça joue pas en sa faveur, ce match très compliqué, cette qualification très compliquée. Donc voilà. Bon, écoute, on verra. Le Real s'en est sorti relativement bien. Brahim Diaz a fait un très bon match, a priori. Donc voilà, c'est bien. Paris a fait jouer un peu plein de joueurs qu'on voit jamais, qui sont jamais titulaires, dont Keylor Navas. Ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc voilà. Ouais, non, c'était rien de spécial. Il n'y a pas eu de trucs exceptionnels à ce tour de coupe partout en Europe. Hein. C'était un peu, bah voilà, excepté ce Liverpool-Arsenal qui était notable. Tout le reste, c'était des matchs un peu pas très marrants, quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les coupes. On va faire un petit tour, bien sûr, sur l'actualité, malheureusement, avant de nous quitter ce soir. Parce que bon, il n'y a pas énormément d'actualité foot, hein, sauf si vous voulez parler d'autre chose, hein, bien entendu. Mais c'est le Kaiser. Kaiser Franz qui nous a quittés à l'âge de 78 ans, mort d'une longue maladie. Bon, on va pas extrapoler sur ce qu'était cette maladie, probablement c'est toujours la même. Donc voilà. Pour moi, Franz Beckenbauer, ben moi je l'ai jamais vu jouer, Franz Beckenbauer. Enfin, j'ai jamais vu jouer en direct, je veux dire. Il a gagné son dernier titre de champion à Hambourg. Il termine sa carrière à Hambourg d'ailleurs en 81-82. À l'époque, il est déjà plus international anglais, hein, allemand, pardon. Il a jamais été international anglais, donc c'est une bonne raison. Il est plus international d'ailleurs depuis 1977. Pourquoi? Parce qu'il part au au New York Cosmos, jouer avec Pelé à l'époque en MLS. Le premier lancement, on va dire, de la MLS. Hein, donc voilà, la MLS a été relancée 3 fois hein, pour arriver à la MLS de maintenant, qui n'est pas non plus un succès absolument dramatique, mais qui est en tous les cas la version la plus terminée de la MLS qu'on connaisse. Mais effectivement, dans les années 70, le football essaye de prendre aux États-Unis. Ça marche pas avec des superstars comme Pelé et Beckenbauer. Ça marche pas du tout parce que le public est pas là, tout simplement. Voilà. Et puis en plus, comme ils font des folies économiques pour faire venir ces stars, bah en fait, on va dire que le projet MLS est pas viable, hein, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas rentable de faire venir des stars payer ce prix-là de l'époque. Et pour les spectateurs qu'il y a. Puis ensuite, on relance la MLS mode Beckham, hein, on l'a vu récemment avec le documentaire Beckham. Pareil, pas une super réussite. Et puis récemment, là, effectivement, la MLS a l'air de prendre son envol pour de vrai, avec un vrai public,
aussi, il faut savoir que, bien sûr, et je ne vais pas faire très long sur la MLS, mais c'est important de comprendre que la structure de la population américaine a changé. Donc il y a énormément de latinos aux États-Unis. Hein. Vous savez que les projections, et c'est pas pour, enfin voilà, mais c'est important de le savoir. Les projections, de toute façon, c'est un pays d'immigrés, donc il n'y a aucun problème. C'est bien, ça tourne, c'est comme ça. Les projections sont que l'espagnol sera la langue dominante aux États-Unis dans les 15 à 20 ans à venir, a priori. Donc ça veut bien dire que la structure de la population américaine est en train de changer, tout comme la population américaine, la langue originelle des Indiens d'Amérique, c'est pas l'anglais, hein, et puis pourtant, maintenant, la langue dominante, c'est l'anglais, suite à des vagues d'immigration. Donc c'est totalement normal qu'on passe à la suivante, en l'occurrence, maintenant, c'est l'espagnol, donc voilà, c'est très très bien. Enfin, je veux dire, c'est très très bien ou pas, c'est comme ça, c'est juste la suite logique. Donc oui, la structure de la population américaine a changé, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de tradition footballistique dans les pays sud-américains, ou en tous les cas d'Amérique centrale, hein, parce que c'est pas forcément sud-américain, ça peut être aussi Mexique, tout ça, que dans les pays nord-américains. Ce qui fait que, bien sûr, il y a un public bien plus grand maintenant pour la MLS qui supporte, qui sont on va dire, des sud-américains de deuxième génération, ou de première génération, qui vont supporter l'équipe, la franchise de leur ville. Donc c'est normal que la MLS prenne mieux maintenant, parce qu'en fait, le public est là. Ce qu'il n'y avait pas dans les années 70. Donc voilà. On veut la vraie Ligue des Champions qui nous dit même leur équipe nationale de foot est forte et peut battre beaucoup d'équipes européennes. Il y a un sacré niveau maintenant. Oui, c'est vrai, ils sont quand même pas non plus foufous, mais c'est une équipe respectable, les États-Unis. Depuis, on va dire, la Coupe du Monde 94, où ils avaient fait une très très bonne prestation. Puis ensuite, même en 98, ils n'avaient pas été ridicules. Hein. Il y avait ce fameux États-Unis-Iran. Et puis ensuite, ils ont été qualifiés à pratiquement toutes les Coupes du Monde, ce qui fait que ça leur a permis de grandir. Parce qu'aussi, il faut dire que leur zone de qualification n'est pas folle. Donc très souvent, ils arrivent à se qualifier. Et là, maintenant, ils commencent à sortir des... D'ailleurs, on le voit, hein, je sais pas, Younous Moussa qui joue au Milan, McKinney qui joue à la Juve, mais aussi Timothy Weah qui joue à la Juve, Pulisic, etc. Ce sont des joueurs quand même de bon niveau qui jouent en Europe dans des grands clubs. Donc c'est vraiment très très bien. On est très loin des États-Unis de l'époque où en fait il y avait quasi aucun joueur qui jouait en Europe, et que c'était comment il s'appelait, c'était Lalas, je crois, le roux là avec la grosse moustache. Donc voilà, Reina Dortmund, t'as tout à fait raison, on veut la Ligue des Champions. Donc Donovan, oui, c'est vrai que Donovan c'était un peu le pionnier qui jouait à Fulham. Très bon d'ailleurs. Ah non, alors je confonds Donovan et l'autre, comment il s'appelait déjà? Parce qu'il y en avait deux. Bref, mais bon. Donovan est le deuxième joueur qui était plutôt emblématique, qui a arrêté sa carrière là. Je me souviens plus qui jouait à Fulham. Mais bon, bref. Donc voilà, en tous les cas, plutôt une bonne génération. Voilà, on va pas s'étaler sur le foot américain, mais il faut comprendre que, en tous les cas, à l'époque, quand Franz Beckenbauer est allé en MLS, c'était pas du tout. McBride, ça me dit quelque chose. Ah, Dempsey, voilà, absolument Dempsey. Dempsey était fort, hein. Franchement, il était fort, Dempsey. Bon là, ça y est, mais lui, je trouve que ça a vraiment été le détonateur avec Donovan d'une équipe des États-Unis qui est vraiment compétitive, quoi. Parce qu'ils jouent quand même dans des championnats de haut niveau. Alors, c'est pas des joueurs de haut niveau dans des championnats de haut niveau, mais voilà. Tottenham, Dempsey, il a joué, ouais, et Fulham, je pense. Hein. Et il a dû faire les deux. Mais bon. Ou alors, je me trompe, hein, c'est possible. Mais en fin de carrière, je crois qu'il était à Fulham. Donc oui, à l'époque, Kaiser, quand il y va, c'est pas la fête, la MLS. Mais bon, il y va parce qu'il y a Pelé, il a quand même joué avec Pelé. Hein, il y a quand même pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça. Mais moi, la réalité... Donc, bien sûr, Franz Beckenbauer, il a révolutionné le poste de libéraux. Hein, c'était un libéraux meneur de jeu, un petit peu comme on voit maintenant, hein, ces défenseurs centraux très offensifs qui vont monter. Alors on parlait de Théo Hernandez, hein, parce qu'il le fait quand même 1 ou 2 fois par match depuis qu'il est défenseur central, mais qui ont une super relance, les relances de 40 mètres, etc. Je sais pas, on va dire, voilà, c'est lui qui a inventé le défenseur moderne.
celui qui a été pratiqué à partir des années 90, hein, des défenseurs, les très bons défenseurs avaient une très bonne relance, pouvaient apporter le surnombre offensivement, était une sorte de plaque tournante du jeu, comme une espèce de sentinelle mais plus bas. Donc voilà, donc c'est ça qu'il a fait en fait. Il a révolutionné le poste de défenseur. Donc voilà, alors à l'époque on jouait pas aligné sur une ligne, hein, comme on le fait maintenant à 4. Il y avait toujours un stopper qui marquait le numéro 9 et un libéro qui jouait un petit peu en plus bas. C'est d'ailleurs ce qu'a révolutionné, on va dire, Arrigo Sacchi avec le Milan de la fin des années 80, c'est que tout d'un coup, Milan a commencé à jouer le hors-jeu. En zone. Et pareil, à défendre en zone, ce qui se faisait absolument pas avant, et c'est comme ça que Milan a révolutionné le football avec Arrigo Sacchi, parce qu'avant, tout le monde jouait avec un libéro, donc il n'y avait jamais de hors-jeu, parce que le libéro était là pour couvrir. Donc en fait, on ne mettait jamais hors-jeu l'attaquant, sauf cas exceptionnel de cafouillage, où tout d'un coup, l'attaquant se retrouvait dans un endroit où il ne devrait pas être. Mais sinon, il n'y avait pas de hors-jeu, ou très rarement des hors-jeux. Donc voilà. C'est ça qu'il a fait, Franz Beckenbauer. Et puis, bien sûr, il a gagné quand même la Coupe du Monde, il a gagné plusieurs Ligues des Champions avec le Bayern, il a gagné avec aussi, bien sûr, Hambourg. Donc voilà. Et c'est une des 3 seules personnes au monde, il faut le savoir quand même, à avoir gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Hein. Il y en a que 3, c'est Mario Zagallo, qui en a gagné 4 en tout, Didier Deschamps et Franz Beckenbauer. Donc c'est quand même un cercle ultra fermé d'avoir gagné et la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et la Coupe du Monde en tant que joueur. Donc pour moi, Franz Beckenbauer, c'est un entraîneur. Il a toujours été entraîneur pour moi. Hein. Donc, bien sûr, il reprend la Nationalmannschaft en 1984, après l'Euro 84. Il l'emmène en 86 en finale contre l'Argentine de Maradona et ils perdent. Bien sûr. Et enfin, en 90, en Italie, 90, ils vont en finale contre l'Italie de Roberto Baggio et au penalty, enfin pas au penalty d'ailleurs, sur un penalty, l'Italie. Je vous raconte absolument n'importe quoi. Donc voilà, merci quand même de retenir. C'était contre l'Argentine de Maradona. J'ai confondu avec la Coupe du Monde 94, Italie-Brésil. Donc en 90, il emmène la Nationalmannschaft en finale contre l'Argentine de Diego Maradona, une Argentine absolument dégueulasse. Quand je dis dégueulasse, c'est une équipe vraiment mauvaise, hein, excepté Caniggia et Maradona, il n'y avait absolument personne dans cette équipe digne de jouer au football, on va dire, de très haut niveau comme ça. Mais bon, Maradona les amène quand même en finale de l'Italie 90, en sortant d'ailleurs l'Italie en demi-finale de son mondial. Donc c'était une espèce de dépression globale en Italie. Et en finale, effectivement, sur un penalty un peu douteux, on va dire. En tous les cas, c'est pas le penalty le plus clair de l'histoire du football. Mais Andreas Brehme marque le penalty vainqueur de la finale 90. Et donc Franz Beckenbauer gagne sa 2e Coupe du Monde, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur. Donc voilà. Et puis, peu de temps après, il arrive à l'OM. Hein, il arrive à l'OM en 1990. Alors, il passe pas beaucoup de temps en 90, au mois de septembre. Donc, il a gagné la Coupe du Monde au mois d'août. Bernard Tapie réussit à le convaincre de prendre l'OM en 1990. Au mois de septembre, il se fait virer plus ou moins. Pas beaucoup de temps après, parce qu'il est resté 103 jours entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc, au mois de décembre, il saute. Donc voilà, c'est comme ça. C'était l'OM de Tapie, hein, c'était un petit peu particulier. Et ensuite, il reprend le Bayern avec lequel il gagne une coupe de l'UEFA en 96, on s'en souvient. C'est celle qui gagne contre le Bordeaux de Zizou, Lizarazu, etc. Et puis il gagne un championnat 2 ans avant, je crois, en 94. Donc voilà. Et puis ensuite, bien sûr, il intègre le board du Bayern avec les succès absolument incroyables que le Bayern engrange à partir des années 2000, 99-2000, quand ils font leurs 2 finales de 99-2001, quand ils font leurs 2 finales de Ligue des Champions, dont celle perdue contre United, mais celle gagnée aussi en 2001. Donc voilà. Et puis ensuite, le Bayern redevient un club très stable, qui gagne fréquemment, parce que c'est vrai que dans les années 80-90, c'était plus le Bayern des années 70, qui dominait absolument le football européen avec l'Ajax.
c'était devenu un Bayern un petit peu en dents de scie. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 96, ils gagnent que la Coupe de l'UEFA, parce qu'en fait, le Bayern était rarement champion à ce moment-là. Donc voilà, Dortmund avait gagné la Ligue des Champions dans les années 90. C'était un peu Dortmund qui dominait les débats, et pas que, hein, parce qu'il y avait des très très gros clubs comme Mönchengladbach, Hambourg, etc., qui étaient très très challengeants pour le Bayern, qui sont malheureusement plus là, enfin en tous les cas pas là, ou peu ou plus là. Et donc voilà. Donc pour moi, c'est vrai que Beckenbauer, pour moi, ça a toujours été soit un dirigeant, soit un entraîneur. Donc dans ma réalité du football, celle que je connais depuis les années fin des années 80, ça a jamais été un joueur. Je l'ai jamais vu, en tous les cas, j'étais trop petit pour le voir jouer à Hambourg, gagner son dernier titre l'année de sa retraite, ce qui est beau. Terminer sur un titre avec le Hambourg l'année de sa retraite, c'est plutôt cool. Donc voilà. Les demi de Bordeaux, bon souvenir pour toi. Non, non, pas du tout. Non, la remontada de Bordeaux, pas du tout. Et je l'ai pas vu en fait. Je l'ai écouté à la radio parce que je sais pas à l'époque, je sais pas si ce match était diffusé en clair, je crois pas. Et en fait, je l'ai écouté, je me souviens, c'était Eugène Sacomano qui commentait. Je sais pas si ça rappelle quelque chose à quelqu'un, mais c'était sur Europe 1, sur l'émission Europe Sport. C'était, on va dire, un peu l'ancêtre de l'after. C'est un peu ça qui m'a donné l'envie de faire des podcasts, entre autres, hein, pas que récemment l'after. J'ai écouté beaucoup, très très longtemps Europe Sport. Et en l'occurrence, j'ai écouté ces 3 buts là à la radio, le but de Dugarry, enfin bref. Et le lendemain, j'ai vu les images, mais dans ma tête, c'était une tragédie quoi. Donc voilà, bref, c'est comme ça. C'était une belle histoire pour Bordeaux qui luttait pour la relégation en même temps, hein. Ils étaient jusqu'à la dernière journée, je crois, ils ont lutté pour la relégation alors qu'ils avaient une équipe de jobards, hein, Gaëtan Huard, Zidane, donc Lizarazu, Tolo, etc. Ils avaient une super équipe et en fait jouer la Coupe d'Europe à fond comme ça, enfin je sais pas, c'est mal mis, mais toute l'année ils ont joué la relégation, ils se sont maintenus vraiment in extremis. Donc voilà, et puis après Zidane, après cette finale-là, est parti à la Juve. Lizarazu est parti, alors je crois que c'est à l'Athletic Bilbao d'abord, avant de partir au Bayern. Donc oui, et puis ensuite le club a commencé un peu à péricliter, c'est clair. Donc voilà. Bref, voilà, je voulais vous partager un petit peu ça, mais Kaiser Franz, c'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné le poste de défenseur, qui l'a fait passer dans la nouvelle dimension, hein. Je pense que Baresi, Maldini, des joueurs comme ça des années 80, qui sont les références absolues en termes de défense, hein, je pense, dans les années 80-90, hein, je parle après il y en a d'autres, mais ces joueurs-là qui sont devenus ultra protagonistes du jeu, très très ce sont des joueurs qui anticipent énormément, qui relancent, qui amènent énormément d'apports offensifs, n'auraient jamais existé et seraient jamais devenus les meilleurs défenseurs de l'histoire du football sans Franz Beckenbauer. Donc voilà, il faut bien remettre Franz Beckenbauer dans l'histoire du foot, c'est vraiment énorme. Donc voilà. Voilà un petit peu l'histoire et en tous les cas mon point de vue sur Franz Beckenbauer. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour pour cette semaine. C'était pas foufou cette semaine, mais tous les championnats reprennent la semaine prochaine. Donc ce sera certainement un petit peu plus intéressant et il y aura plus d'enseignements sur l'état des équipes avant la Coupe d'Europe et puis la reprise après cette année-là. On sait que ça va être compliqué. Il y a quelques gros chocs, en tous les cas, la semaine prochaine. En tous les cas, en Italie, il y a un AS Roma Milan qui va être intéressant, je pense. Parce que l'AS Roma, là, s'ils perdent contre Milan, ils seront définitivement lâchés, je pense, pour la 4e place, la Ligue des Champions. Donc là, ça va être important, je pense. Et puis voilà, il y a d'autres matchs intéressants la semaine prochaine. D'ailleurs, on va faire quand même un petit tour pour voir un petit peu c'est quoi le programme du week-end prochain. Qu'est-ce qui peut nous amuser de regarder? Alors, bon, Marseille-Strasbourg, pas terrible. Bayern, tout ça. Non. Vendredi, il se passe pas grand-chose. Samedi, qu'est-ce qui se passe? Rennes-Nice, mais bon, Rennes est 10e. Nice, ok, mais Rennes est 10e, donc c'est pas très très marrant.
Newcastle, Manchester United à 18h30 le samedi. Ça peut être intéressant. Chelsea Fulham, bon, on sait jamais ce qui va se passer. Hein. Probablement que Chelsea va perdre maintenant qu'ils ont gagné 3 matchs d'affilée. Là. Donc voilà. En Espagne, il n'y a rien de foufou. En Allemagne. En Allemagne, Leipzig, Eintracht Francfort, hein, qui peut être sympa à 15h30. Ça peut être un match intéressant. J'adore Leipzig. Hein, donc voilà. Et puis, non, en Italie, rien de foufou le samedi. Allez, le dimanche, qu'est-ce qui se passe le dimanche? Le dimanche, Lens Paris Saint-Germain, hein, à 20h45, ça peut être intéressant. Manchester United Tottenham à 17h30. Ouais, bien le dimanche, comme d'habitude, hein, le dimanche toujours un petit peu mieux. En Espagne, toujours rien. En Allemagne, bon, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, pourquoi pas, mais je suis pas convaincu. Mönchengladbach, ils sont 12e. AC Milan, AS Roma, puis voilà. Donc oui, quelques matchs qui peuvent être intéressants, mais c'est pas non plus la folie. Mais franchement, ça va nous donner quand même pas mal de choses à commenter quand même la semaine prochaine. Alors une petite dernière question là. Gros coup dur pour le Nigeria et surtout Leverkusen. Boniface absent 4 à 5 semaines. Ouais, bah oui. Ouais, il s'est blessé en match amical. Enfin, avec le Nigeria, donc je pense. Et Mbappé Madrid ou pas alors? Je pense pas. J'ai l'impression qu'il ira pas à Madrid, mais qu'il ira qu'il restera à Paris ou qu'il ira en première ligue. J'ai bien l'impression que c'est ça qui va se passer. Je sais pas. On verra. Mais bon. Hop là. Oui, bon, il y a quelqu'un qui me propose des trucs sur le chat, mais voilà. Donc oui, effectivement, je sais pas si Mbappé ira à Madrid ou pas. Pas te dire. On verra. Mais j'ai pas l'impression qu'ils prennent la direction de Madrid. Déjà, début de la CAN ce week-end, t'as tout à fait raison. Hein, on veut la Ligue des Champions, ça va être intéressant. Alors les premiers tours, honnêtement, à la CAN, je suis pas ultra convaincu. T'as quand même souvent t'as des très bonnes équipes en Afrique, mais t'as aussi des équipes, franchement, c'est compliqué de regarder leurs matchs hein, sur les premiers tours. Après, après les poules, ça commence à devenir intéressant. Donc oui. Mais ça va être intéressant. Il peut y avoir quelques gros matchs hein, là en poule. Mais bon, c'est un peu comme l'Euro maintenant, c'est le même format que l'Euro. La plupart des meilleurs troisièmes, ils sont qualifiés. Donc quasi tout le monde va se qualifier, hein, les gros. Donc les poules maintenant ont plus vraiment d'intérêt, quoi. Donc c'est ça. C'est à la sortie des poules que c'est cool. Donc voilà. Le favori de la CAN. Ouais, c'est compliqué la CAN. Hein. Je dirais l'Égypte parce que tu es obligé de dire l'Égypte. Si tu dis pas l'Égypte, c'est que t'as pas compris comment fonctionnait le football africain. Parce que le football africain, c'est autre chose que juste un assemblage de joueurs européens, qui jouent dans le championnat d'Europe. En Europe, ça n'a rien à voir. Donc l'Égypte, et puis après, tu dois dire le Maroc parce que demi-finaliste de la Coupe du Monde, mais je me demande si ça va pas être un gros flop. Et je mettrais plutôt l'Algérie. Voilà. Plutôt l'Algérie. Et après, la Côte d'Ivoire peut-être à domicile. Va savoir. Hein. On sait jamais. C'est pas la meilleure génération qu'ils aient eue, mais bon, ils sont à la maison, quoi. Donc voilà. Ah, et le Nigeria. Ouais, t'as raison, Pipovic. Non, c'est vrai que le Nigeria, ils ont une grosse team quand même. Hein. Parce que même en ayant perdu Boniface, ils ont encore des joueurs de ouf devant, dont 2 Milanais d'ailleurs. Donc voilà, Chukwueze pardon, qu'est-ce que je raconte? Pas 2 Milanais, mais un Milanais, un Napolitain. J'aimerais beaucoup qu'il soit Milanais aussi même. Mais oui, donc voilà. Toi aussi, tu sens le flop du Maroc. Ouais, je sais pas, je les vois trop arriver avec la grosse tête là. Ouais, on est demi-finaliste de coupe du Monde et tout. En Afrique, ils vont avoir envie de les déglinguer justement pour ça. Ça va être un peu ceux qui auront la grosse cible sur la tête. Et je suis pas sûr qu'ils arrivent à se mettre au niveau parce que là, c'est pas des équipes comme en Coupe du Monde qui vont récupérer. La CAN, c'est tellement un football à part en fait. Mi-physique, il faut s'adapter aux conditions de jeu, le terrain, la chaleur et tout. Compliqué, ouais, comme l'Algérie la dernière fois, absolument. L'Algérie, en fait, ça leur a fait monter la tête, ce quart de finale.
Puis le fait qu'ils aient failli sortir l'Allemagne et tout, derrière, allez, salut, hein, bonne journée, il n'y a plus rien. Hein. Donc voilà. Et ils ont dû attendre la CAN suivante pour réussir à vraiment s'en sortir, quoi. Donc voilà. Et la gagner, d'ailleurs. Bref. Écoutez, merci beaucoup, merci d'avoir été là. Pour ça que l'Égypte réussit souvent bien la CAN. Bah oui, parce que le football africain, c'est vraiment un truc à part. Hein. C'est pas du tout un foot comme on a dans les standards de ce qu'on regarde, nous, en Europe. Hein. Ça a rien à voir. Et c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est différent. Il y a juste à regarder un match. S'il y a quelqu'un qui, en 10 minutes, regarde un match de la CAN et me dit que c'est pareil qu'un Fulham Nottingham Forest, excuse-moi, mais il y a un problème, en fait. Ou qu'un Genoa Bologne, non, je suis désolé, c'est d'autres standards, en fait. C'est très physique, c'est différent, il faut s'adapter, quoi. Donc voilà. Et le favori de la Coupe d'Asie, alors là, je sais pas. Mais je dirais, je sais pas, je dirais le Japon, c'est quand même, je pense, probablement avec la Corée du Sud, l'équipe la meilleure, quoi, à mon avis. Le Japon a des vrais très bons joueurs. La Corée du Sud a Son et quelques autres très bons joueurs, mais le Japon a beaucoup de bons joueurs à beaucoup de postes. Donc je pense qu'ils sont largement au-dessus. Largement au-dessus de toutes les autres équipes d'Asie, quoi, à mon avis. Hein. Mais bon, là tu m'en demandes beaucoup. Hein. Déjà que je suis pas le foot international, mais alors la Coupe d'Asie, là, là c'est chaud. Mais tout ce que je vois, moi, c'est que je vois de très très bons joueurs japonais un peu partout en Europe. Donc je me dis que l'un dans l'autre, à un moment donné, ça doit donner une bonne équipe. donc voilà. Bon voilà, écoutez, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas, Buonasera Calcio, vous pouvez le retrouver en podcast, sur la chaîne YouTube, bien sûr, de Buonasera Calcio, bien sûr sur le channel Twitch de Buonasera Calcio. N'hésitez pas à le partager, à le promouvoir si vous avez envie. Et puis en attendant, merci encore d'avoir été là. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.